L'INRA est représenté sur l'ensemble du territoire, sur 17 centres de recherche au total. Et là, je vais vous présenter ce que nous faisons en région centre en matière d'impact en alimentation. Donc, c'est qu'une partie de ce qui se fait à l'INRA et une partie de ce qui se fait en région centre. En région centre, nous comptons à peu près 600 titulaires INRA, auxquels s'ajoutent des agents d'autres organismes, au premier duquel l'Université de Tours. Et puis environ entre 200 et 300 stagiaires, CDD, etc. Donc on est autour de 900 à 1000 personnes. Nous sommes implantés sur 3 sites, Bourges, Orléans et principalement Nouzy, à 25 km d'ici. Donc nos objets d'étude, c'est la forêt, le sol et puis beaucoup les animaux. Et donc je vais tout de suite parler à la suite de ce qu'a présenté Bruno. Voilà. Je vais tout de suite donner quelques éléments chiffrés, toujours pour revenir sur la question de la consommation de viande, ce qui est un point quand même important dès qu'on travaille sur l'animal. Sur ce tableau, il représentait les consommations de viande dans l'Union européenne, en Afrique de l'Ouest, en Inde. Alors, ce n'est pas que la viande, c'est l'ensemble de la consommation, le régime alimentaire en kilocalories par jour et par personne. En bleu foncé, c'est la consommation de viande, avec un S, parce que c'est toutes les viandes. En bleu clair, produits laitiers, œufs. On voit, comme l'a dit Bruno, qu'en Union européenne, on consomme bien plus qu'en Afrique de l'Ouest, presque 10 fois plus, et bien plus qu'en Inde. La première colonne correspond à ce qui est consommé en 2010, donc un chiffre avéré. 2050, c'est une projection qui a été faite dans l'hypothèse d'essayer de trouver un scénario qui permette de nourrir la planète en 2050 sans augmenter la surface cultivée. Donc ça, c'est un point important. On a parlé tout au long de ces 2 journées des évolutions possibles. Et là, il faut bien voir que si on essaye de maintenir la biodiversité, il faut essayer de ne pas trop augmenter les surfaces cultivées. Et le scénario le plus favorable identifié, c'est précisément de réduire notamment la consommation de viande dans les pays développés, mais pour autant de l'augmenter dans d'autres pays où les consommations sont insuffisantes. C'est plus efficace que d'augmenter la consommation végétale, dans la mesure où, quand on augmente la consommation végétale, on augmente la surface cultivée. On ne peut pas, les surfaces nécessaires à une alimentation végétarienne sont supérieures à celles nécessaires à une alimentation carnée. Donc, je ne vais pas m'appesantir plus sur ces chiffres, mais je voulais l'illustrer pour montrer qu'il est nécessaire d'aller plus avant, continuer à maintenir des recherches sur l'élevage. Alors, bien sûr, cette production, elle ne va pas être faite tout à fait dans les mêmes conditions en 2010, en 2050, et nos recherches, elles visent précisément à améliorer l'élevage. Notamment, pas que, mais notamment, c'est là-dessus que je vais parler le plus aujourd'hui. Alors, première chose que je voudrais dire, c'est que cette évolution, elle s'inscrit dans le temps. C'est pas les méthodes d'élevage, elles ont largement évolué tout au long des siècles. Donc déjà, l'élevage, le premier pas, c'est la domestication, à partir du moment où l'animal se reproduit dans des conditions fixées par l'homme. Et dès qu'il y a domestication, il y a des évolutions notables de la production, du comportement des animaux. Ensuite, pendant très longtemps, un des principaux éléments, alors la production s'est revenue pas tout de suite. Au début, ça a surtout été sur des critères en fait de couleur, d'image, et pas tellement de production. La production, c'est plutôt au 19e et au début du 20e, à partir du moment où on rationalise l'agriculture et la génétique, et où aussi on progresse au niveau scientifique. La production, c'était un élément particulièrement important, notamment dans l'immédiat après-guerre, quand il y avait encore des problèmes de production, une insuffisance. Et je rappelle qu'il y avait des tickets de rationnement jusqu'au début des années 50 en France. Très rapidement, la notion de qualité, elle s'est imposée, avec au début, comme l'a mentionné tout à l'heure Bruno, la question du gras, par exemple. Et puis, de plus en plus, la qualité des produits, elle s'est affinée avec des mesures plus organoleptiques, c'est-à-dire de qualité, gustative, etc. L'adaptation et la résistance aux maladies, c'est aussi des notions assez anciennes. En particulier, la résistance aux maladies, elle a été étudiée assez facilement quand les maladies décimaient les troupeaux. Et à ce moment-là, les animaux qui survivaient, c'était des animaux qui étaient nécessairement résilients ou résistants. Mais actuellement, on l'étudie de plus en plus pour réduire notamment tous les traitements. Et puis, plus récemment, s'est imposée la notion de durabilité. Alors, cette notion, alors il est important pour avoir un élevage durable qui puisse se maintenir dans le temps, sans affecter notamment le volet environnemental. Pardon. Je remonte, c'est bon. Donc le volet environnemental, c'est-à-dire ne pas affecter l'environnement,
mais il y a également un volet social, d'avoir des productions socialement acceptables, et puis économique. Et toutes les discussions actuelles sur le revenu des éleveurs montrent bien toute l'importance de ces 3 volets. Alors en pratique, on a 3 volets. Ces volets, on va avoir pour chacun de ces volets un certain nombre de critères. Et donc, on va arriver sur des grilles assez complexes et des nombres de critères à étudier qui sont nombreux. De ce fait, on ne va pas avoir une solution simple, ce qu'on mathématiquement peut appeler un maximum, comme là, on a un point où il y a une production, par exemple, maximale, avec des conditions très précises. À partir du moment où on veut étudier des caractères assez complexes, eh bien, on va avoir des surfaces beaucoup plus complexes aussi à étudier, et on va trouver un optimum et non pas un maximum. C'est-à-dire qu'on aura des conditions qui vont être les meilleures compte tenu de l'ensemble des critères, mais qui ne vont pas permettre de maximiser chacun des critères. Et donc, de ce fait, on aura des recommandations qui seront un peu plus complexes à expliquer et aussi qui peuvent varier selon le poids que l'on veut donner à tel ou tel critère. Et c'est un des points sur lesquels on va revenir. On n'aura pas une solution simple, on aura des solutions plus composites et plus diverses. Un autre point important, c'est qu'on va devoir étudier différentes échelles. On ne peut pas considérer un seul animal et, à partir de cet animal, imaginer ce qui va se passer pour l'ensemble du troupeau. Il faut considérer le troupeau et plus avant, ce qu'on appelle le système d'élevage, c'est-à-dire intégrer les intrants, ce qu'on va devoir produire pour nourrir les animaux, par exemple, mais aussi les apports médicamenteux ou autres, et puis également ce qu'on appelle l'output, c'est-à-dire les conséquences de cet élevage, notamment, mais pas que, environnementales. Alors, un des exemples, par exemple, sur Nouzy, nous avons une unité de méthanisation. Le principe de la méthanisation, c'est qu'on utilise les effluents d'élevage, on ajoute aussi d'autres déchets. En fermentant, un peu à l'image de ce qui peut se passer dans le rumen d'un animal, on obtient du méthane qui est stocké dans ces cuves, avec ce toit dans un matériel souple pour éviter tout risque de pression et donc d'explosion. Et ce méthane, il est chauffé ici, dans un moteur, et il va créer à la fois de l'électricité puis de la chaleur qui, elle, va être utilisée pour le chauffage des bâtiments en hiver, pour le séchage du foin en été, et ça donne un foin d'une qualité extrême, particulièrement vert et appétant. On va récupérer des digestats qui sont le résidu de cette fermentation, et ces digestats peuvent être utilisés comme engrais, comme source d'azote et de carbone. Donc nous, on étudie actuellement, on fait un bilan précis de l'ensemble de cette méthanisation en partant du temps zéro, pour avoir des chiffres à la fois en termes d'engraissement du sol et en termes de budget. On va aussi préciser les modalités d'utilisation des digestats, parce qu'une des voies d'amélioration de l'agriculture, c'est tout ce qui est précision, mettre juste la quantité qu'il faut au bon moment pour éviter le gaspillage et pour éviter aussi des rejets de gaz à effet de serre d'engrais inutiles, par exemple. Ça nous amène aussi à considérer les sols. Les sols, c'est une ressource qui est particulièrement précieuse et particulièrement difficile aussi à renouveler. Donc c'est particulièrement important de les étudier. Les sols, ils sont étudiés sur l'implantation d'Orléans, notamment dans ce très beau bâtiment en pisé, donc en sol, et dans lequel on stocke des échantillons de sol prélevés sur l'ensemble du territoire dans des carrés de 16 km de côté. Et on va ainsi les analyser, pouvoir établir des cartes. Par exemple, ici, c'est une carte de stockage de carbone dans les sols. Et une des idées, c'est d'essayer d'augmenter le stockage de carbone dans les sols de 4 pour 1000 par an pour réduire le risque d'augmentation, de renforcement du changement climatique. C'est un exemple. Alors, c'est quelque chose qui est mené par l'INRA, mais pas uniquement, bien sûr. On a aussi des travaux sur la préservation des ressources en eau, dont on a vu notamment hier matin toute l'importance et la fragilité, et puis aussi, comme j'ai déjà dit, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un autre point important, si on revient plus sur l'aliment au sens dans l'assiette, il y a une notion de qualité. La qualité, on peut la mesurer, donc par exemple là il y a des œufs, là c'est de la viande, on peut essayer de la mesurer de façon les critères de dégustation. Mais on peut aussi, pour arriver à des mesures à grande échelle qui sont nécessaires dans un certain nombre de situations, notamment pour la sélection, eh bien, on va essayer d'avoir des mesures plus mécaniques, plus rapides à faire, donc de pH par exemple ici, de couleur, et qui vont permettre aussi, avec ces mesures, en les mettant en lien avec des paramètres sanguins, d'avoir ce qu'on appelle des marqueurs métaboliques de la qualité, qui permettent aussi de prédire, de savoir quel animal retenir pour améliorer cette qualité ou pour ne pas la dégrader. Et ce sont donc des mesures faciles à faire et peu invasives. Une autre façon
Notre point important, ce sont les ressources génétiques. On a parlé tout au long de ces 2 jours de biodiversité. La biodiversité, il faut aussi la préserver dans les espèces domestiques. Et conserver des animaux, des troupeaux, n'est pas forcément la meilleure façon, parce qu'on va assez vite être obligé de limiter les effectifs, et le risque de consanguinité est très vite avéré. En fait, il vaut mieux essayer d'avoir, si possible, en plus des animaux, ce qu'on appelle respirants, d'avoir des centres de ressources biologiques. Et une des façons les plus classiques, c'est de congeler le sperme. Alors, ça a été plus rapide à mettre en place chez les ruminants. Dans les espèces avicoles, les volailles, ça a été plus compliqué pour des raisons biologiques de variation d'espèces. Et plus récemment, il y a une dizaine d'années maintenant, on a mis en place, les chercheurs ont réussi à identifier des méthodes de conservation et puis de mettre en place des centres de ressources biologiques pérennes. Parce qu'il ne suffit pas de conserver, de mettre au point la méthode, il faut aussi conserver et conserver à long terme. Et ça implique des moyens qu'il faut aussi aller chercher. Après, il faut aussi valoriser ces ressources génétiques, car on peut les conserver, l'idéal c'est aussi de les valoriser, et ce n'est pas toujours simple. Et on a notamment un projet financé par la région Centre-Val de Loire, qui est mené donc en concertation notamment avec Bruno, pour essayer d'identifier, avec d'autres collègues aussi de l'université, pour essayer d'identifier précisément des méthodes de valorisation de ces ressources génétiques avec une approche à la fois sciences biotechniques et sciences humaines. Un autre point important, c'est d'essayer d'augmenter la résistance aux maladies. On en a parlé déjà un petit peu par exemple ce matin sur les craintes face aux épidémies. La résistance aux maladies, c'est un point important. L'idée est d'essayer de réduire l'utilisation de médicaments. Et je vais prendre un exemple qui est celui de la lutte contre les parasites intestinaux. Ici, vous avez une photographie d'un des vers classiques chez les ovins et les caprins, Haemoncus contortus. Alors cet animal, les vers, c'est un fléau particulièrement prégnant, notamment quand on met les animaux à l'herbe, puisque quand on met les animaux à l'herbe, si le pré a été utilisé même il y a plusieurs mois ou plusieurs années par d'autres animaux, eh bien, les animaux vont ingérer en même temps que de l'herbe des œufs laissés par les animaux précédents, et ces œufs vont, pour un certain nombre, se développer, infester les animaux, et ils peuvent être à l'origine de maladies sévères pouvant aller jusqu'à la mortalité. Il existe des traitements contre ces parasites, mais comme pour tout traitement, il existe aussi des résistances. Et de fait, le nombre de molécules efficaces a beaucoup diminué ces dernières années, d'où l'importance de chercher de nouvelles molécules. Bien sûr qu'on va utiliser avec parcimonie, mais néanmoins, il en faut. Pour ces travaux, des méthodes ont été développées qui permettent de faire un screening, de tester un grand nombre de molécules, notamment sur le xénope, qui est une grenouille africaine. Et on utilise en fait l'œuf de cette grenouille, sur lequel on arrive à insérer les composants du récepteur. Alors le récepteur, c'est là-dessus qu'agit le médicament, à l'image d'une clé dans une serrure. La clé, c'est le médicament, la serrure, c'est le récepteur. On insère donc les éléments de ce récepteur dans l'œuf, et on teste différents médicaments et on voit s'ils sont actifs ou non sur le récepteur, s'ils l'ouvrent d'ailleurs de façon... ça correspond réellement à une ouverture, à l'image de la serrure. On peut tester cela sur l'œuf de xénope, et on a également mené des travaux sur l'espèce modèle Xenorabitis elegans pour essayer de comprendre les mécanismes de résistance, cette fois-ci, à ces molécules, enfin d'autres molécules plus anciennes. L'ensemble permet... J'ai besoin d'aide. Je vais relancer le diaporama. Est-ce que ça marche? Voilà, c'est bon. Alors, il y a un bouton, là, il y a différents boutons, et il y en a, j'aurais pas dû appuyer dessus, visiblement. Alors, je vais y arriver. Voilà. Donc, ça permet donc d'identifier, toutes ces études permettent d'identifier de nouvelles molécules, de nouvelles façons de lutter contre ces parasites. Un autre exemple, c'est aussi tester l'effet de certaines matières premières. Le lupin est connu pour avoir une action contre les parasites. On l'a testé, ce qu'on appelle in vitro en éprouvette. On trouve effectivement un effet de certains composants du lupin. Pour autant, lorsqu'on utilise simplement le lupin sous sa forme entière dans l'alimentation, ça n'est pas suffisant parce que le lupin a une appétence limitée, donc les animaux n'en mangent pas suffisamment.
un autre point, une alimentation plus locale. On a parlé des coûts carbone de l'alimentation. Un des éléments, aussi le soja est aussi souvent associé à des notions de produits transgéniques. Il y a un certain nombre de raisons qui font qu'on voudrait supprimer le soja des régimes alimentaires. Alors ça, c'est le régime alimentaire classique. Maïs, soja, blé, et puis le reste, c'est des compléments minéraux vitaminés. Si on veut éliminer le soja de l'alimentation, on va essayer d'utiliser un régime avec moins de maïs, un peu moins de blé, et puis différentes sources de protéines, donc des protéagineux, des légumineuses, de différentes provenances. Ce régime donc innovant, il permet de garantir la croissance du poulet de type label, qui est un poulet qui grandit moins rapidement que le poulet standard, ce qui permet un abattage à un âge plus tardif, ce qui apporte sa qualité de viande différente, à la même image de la différence de goût entre une viande de bœuf et une viande de veau qui est abattue plus précocement. C'est un peu la même différence entre un poulet de type label abattu relativement tard par rapport à un poulet standard. Par contre, pour le poulet standard, on ne peut pas remplacer complètement le régime standard par ce régime alternatif, ou du moins, si on le fait, on impacte légèrement les performances de croissance. Alors, ceci dit, notre intérêt était surtout pour le poulet de type label, et donc on a ainsi montré qu'on pouvait développer une production locale, un aliment local avec des poulets produits en région. Et actuellement, il y a une action coordonnée qui se met en place, qui se poursuit pour développer en même temps cet élevage, mais aussi les productions de légumineuses, parce qu'il faut aussi que l'agriculteur puisse tirer un produit suffisant de cette production. On retrouve la notion du volet économique de la durabilité, et puis également que les parts de marché suivent. Et ça rejoint un peu la question qu'on avait abordée rapidement tout à l'heure, du développement d'une approche commune pour arriver à valoriser des nouvelles ressources génétiques, enfin des ressources génétiques anciennes, mais dans une nouvelle démarche. Un point aussi important, c'est l'évaluation et l'amélioration du bien-être des animaux. Alors le bien-être des animaux, il faut bien voir que c'est une préoccupation des éleveurs depuis toujours, mais cette notion de bien-être, c'est aussi une notion qui a évolué, à l'image aussi un peu de la vision qu'avait la société de ce que c'était le bien-être. Quand on prend l'immédiat après-guerre, la notion de bien-être était souvent quand même résumée à avoir une alimentation suffisante, des bonnes conditions d'habitation pour les hommes, à l'image de ce qui s'est construit dans l'immédiat après-guerre. Actuellement, bien évidemment, la notion de bien-être des animaux est totalement différente, et ça se traduit également dans les études menées actuellement, dans le souci aussi des éleveurs. Alors pour pouvoir améliorer le bien-être des animaux, il faut d'abord pouvoir l'évaluer, car il ne suffit pas de projeter ce que nous on pense être bien pour l'animal, il faut essayer autant que possible de se mettre à la place de l'animal pour comprendre comment lui perçoit son entourage. Et ici, par exemple, on voit une image d'un test fait pour la poule qui est capable de reconnaître certaines formes et de faire des tests de choix. Et ces tests de choix, ils vont permettre de voir qu'est-ce qui, pour l'animal, réellement compte ou ne compte pas, par exemple, pour prendre cet exemple. Un autre exemple, c'est le rôle des odeurs dans la reproduction des animaux. C'est connu de longue date, mais les moyens actuels permettent d'affiner de plus en plus ces études. Les odeurs jouent dans la reproduction des animaux, dans la reconnaissance, par exemple ici, de la mère par l'enfant, mais également dans les actes de reproduction. Identifier ces odeurs, comprendre comment elles fonctionnent, ça ouvre de nouvelles méthodes d'appui à la reproduction, beaucoup plus économes en intrants. Et puis, aussi un petit clin d'œil par rapport à la discussion de hier sur les effets du microbiote. Hier, Patrice Debré nous a montré notamment les effets du microbiote sur l'autisme. Eh bien, chez la caille aussi, on a trouvé un effet du microbiote sur le niveau de stress, par exemple, des cailles. Ceci étant, juste pour finir sur le bien-être, ceci étant, pour travailler tout le bien-être, il nous faut avoir des études à large échelle, des effectifs importants. Et par exemple, on a un projet européen qui vient de se lancer, qui est coordonné par l'INRA en région centre, sur les évaluations du bien-être chez la volaille et chez le porc, dans des systèmes à base intrants et bio. En conclusion, j'ai présenté différents exemples. Alors bien sûr, c'est absolument pas exhaustif, mais bon, c'était un peu pour vous montrer quelles étaient les applications de nos recherches. Et je voulais juste rappeler en conclusion qu'elles sont menées dans un triple objectif.
Sécurité alimentaire d'abord, et c'est important, la sécurité alimentaire, on l'a dit au cours de ces 2 jours, elle semble garantie dans nos pays, mais en fait, elle est quand même fragile. L'exposé de Jean Jouzel hier l'a bien montré. Donc il est important de continuer à assurer cette sécurité alimentaire dans un contexte de transition multiple, mais notamment climatique. Il est important pour y répondre d'avoir des agricultures diverses. On n'aura pas un modèle unique qui permettra de tout faire. On ne peut pas recommander une façon de travailler. Il faut au contraire avoir des agricultures diverses et multiperformantes. Et puis, encore une fois, on cherche à améliorer les systèmes agricoles et forestiers face aux défis climatiques. Et je voudrais aussi remercier tous mes collègues qui m'ont aidé à préparer ce diaporama. Je ne vais pas les citer puisque je ne pourrais pas citer tous les noms, mais je tiens vraiment à remercier ces travaux qui illustrent les travaux menés par l'ensemble des unités du centre.